Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. On se retrouve comme chaque semaine pour parler de nos faits ornithologiques lors de ces 7 derniers jours. Et on parle aujourd'hui de résolution de problèmes et d'oiseaux qui jouent de la batterie. Oui, vous ne rêvez pas, plutôt vous entendez bien. Comment ça va Sophie ? Mais ça va très bien, quelle entrée en matière, mon Dieu. Ah mais ça va être rock'n'roll aujourd'hui, hein. J'ai plein de blagues comme ça, rassure-toi. Et bon, on les attend avec impatience, clairement. Il y a quand même un sujet assez intéressant, effectivement, à discuter. Écoute, sinon moi ça va plutôt bien. Revenu du Japon, la dernière fois on parlait d'un oiseau japonais justement. Donc, mais là on ne parlera pas d'un oiseau japonais. Mais non, on est rentré, il faut bien maintenant s'attacher à résoudre les problèmes les plus proches de chez nous. Bon, même si celui-là il n'est pas très proche de chez nous, mais on va passer sur un autre sujet quand même, voilà. Plutôt que de rester sur le Japon en statique. Allons voyager un petit peu, c'est quand même mieux. Exactement, moi je voyagerai pas très loin du Japon puisqu'on ira en Papouasie-Nouvelle-Guinée en Australie, mais si tu veux commencer par nous parler de ces oiseaux qui résolvent des problèmes, mais d'habitude on parle justement de perroquets ou d'ara, on y reviendra dans la deuxième partie, ou de cacatoès, c'est vrai. ou de corvidés. Exactement. Là non. Eh ben non, cette fois-là, on a décidé de regarder si d'autres oiseaux, peut-être, possiblement, étaient capables de résoudre des problèmes, parce qu'il n'y a pas que les corvidés dans la vie, n'en déplaise à certains. C'est vrai. On les aime beaucoup, ne vous en faites pas, mais quand même. Ouais. Essayons quand même on ne leur a pas consacré 1h15 d'émission la dernière fois pour rien. Ah oui, il faut ce qu'il faut. Mais du coup, passons sur un autre sujet. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un papier qui est sorti cette semaine, justement, sur les caracaras, qui sont des oiseaux, ma foi, fort intéressants. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les caracaras, et plus particulièrement le caracara d'aujourd'hui, qui s'appelle le caracara austral. Les caracaras, ce sont... alors, c'est pas des carapuces, pas du tout. Ce sont des oiseaux qui appartiennent au groupe, à la famille des faucons, donc des falconidés, les falconiformes, dans un genre un peu particulier qui s'appelle Falcobuenus, en tout cas pour les caracaras qu'on va regarder aujourd'hui, parce que après leur classification est encore un peu sujette à discussion sur certains côtés, mais pour celui-là, en tout cas, on va rester vraiment dans la famille des faucons et du genre Falcobuenus. Et donc, ce petit caracara, qui a une aire de répartition, ma foi, très très limitée quand même, on est seulement sur 2500 animaux encore en vie dans la nature de nos jours, ce qui quand même, c'est pas top au niveau de la conservation de l'espèce, et en plus, sur une aire de répartition limitée, vraiment à la pointe sud de l'Amérique du Sud, donc sur le Cap Horn et sur les îles Falkland qui sont pas très très loin non plus. Donc les Malouines. Voilà. Exactement, autant pour moi, terme anglais. Oh, pas de souci. Et des fois, je manque de traduction. Mais c'est gentil d'être là pour pallier à ce manque. Mais du coup, cet oiseau qui a une aire de répartition, somme toute très limitée, ne manque pas de ressources, parce que vous allez voir qu'il est loin d'être bête. Et alors, du coup, les scientifiques se sont intéressés à cet oiseau dernièrement et se sont dit, cet oiseau est quand même réputé pour être une sorte de fauteur de troubles. Un peu comme les cacatoès, justement. À ouvrir un peu tout ce qui lui passe sous les pattes ou sous le bec. À s'amuser, à voler des trucs, à vraiment être le roi de la débrouille, en quelque sorte. Est-ce qu'on testerait pas sur lui quelques petits objets qu'on a déjà testés sur du perroquet et sur du cacatoès notamment, pour voir à quel point il est capable de se dépatouiller avec ça, et est-ce qu'on peut peut-être mesurer son intelligence. Alors l'intelligence c'est un bien grand mot, si vous me suivez sur la chaîne Interact Science, vous savez qu'évidemment faut prendre ce mot avec des pincettes, mais en gros, est-ce qu'on pourrait pas voir si cet animal, il serait pas quand même au même niveau
plus ou moins, ou peut-être un peu en dessous, mais dans le groupe général des oiseaux qui savent se dépatouiller avec des puzzles, un peu comme les cacatoès et les perroquets en règle générale. La tier list des oiseaux, hein, je rappelle, on la fera un jour, et l'intelligence fera partie de ces critères. Oui. Bah, du coup, la capacité à résoudre des puzzles, parce que c'est plus ou moins l'un des seuls moyens qu'on a à notre disposition aujourd'hui pour savoir si la bestiole est intelligente ou pas. Évidemment, en la mesurant à une intelligence que nous, on peut mesurer, c'est-à-dire quelque chose que nous, en tant qu'être humain, on est capable d'appréhender. Et en l'occurrence, ça va être la capacité à résoudre des énigmes, des puzzles, des trucs comme ça. Donc pour les oiseaux, on va leur mettre des petites friandises à l'intérieur d'une boîte généralement transparente, et on va mettre plein de mécanismes en place qu'ils vont devoir ouvrir, tirer, déchiqueter, faire des trucs avec de l'eau, enfin bref, il y a plein de mécanismes comme ça qui vont être mis en place pour voir s'ils sont capables de comprendre comment atteindre la petite friandise qui est à l'intérieur, sans pour autant déchiqueter la boîte en entier, parce qu'évidemment ça ne s'ouvre que avec mécanisme, et pas autrement. Donc, ils ont utilisé pour ça une boîte qui avait déjà été testée chez des cacatoès d'ailleurs. Comme quoi. Oui, et une boîte qui a 8 côtés, et chacun de ces 8 côtés a une manière de l'ouvrir différente. Donc un petit puzzle, un petit machin. Alors ça peut être soit une tirette pour aller récupérer le truc à l'intérieur, soit il faut utiliser un outil pour aller chercher la chose à l'intérieur aussi, soit il faut... il y en avait un où il fallait par exemple casser la membrane de papier qui était là et qui fermait l'entrée par exemple. Mais comprendre que cette membrane-là, tu peux la transpercer du bec, tu vois, et pas les autres endroits. Bref, plein de petits trucs comme ça, tous différents, et pour déterminer l'intelligence des caracara austraux, eh ben ils n'ont pas pris des animaux de zoo ou des animaux qui sont en captivité et qui du coup auraient pu, d'une certaine manière, déjà connaître ce genre de choses. Parce que bon, en captivité, il y a des jouets pour perroquets, il y a ce genre de choses qu'on met dans les cages quand même, souvent pour éviter qu'ils s'ennuient. Donc ils sont confrontés à ce genre de problème, mais dans la nature, bah, ils ne le sont pas trop. Donc ce qui intéressait les scientifiques, c'est de savoir s'ils étaient capables d'innover et de s'adapter à ces problèmes qu'on allait leur poser. Donc ils ont pris des caracaras dans la nature, dans leur aire de répartition naturelle, ils les ont pas mis en captivité du tout. Ils ont pris leur boîte puzzle, ils l'ont posé dans un endroit où il y avait des caracaras régulièrement, et des oiseaux qui notamment avaient été bagués, comme ça tu peux les reconnaître. Et bah, ils sont cachés à proximité, puis ils ont attendu, puis ils ont regardé. Est-ce que des oiseaux viendraient? Alors, ils ont mis à l'intérieur des petits trucs qui étaient intéressants quand même. Pour les caracaras, sachant qu'on est sur du carnivore, ils ont mis des bouts de viande à l'intérieur, de la viande de mouton, plus spécifiquement pour cela. Mais bon, des trucs qui se voient quand même de loin, surtout quand on a la vue d'un oiseau de proie. Hein. Je vous rappelle que c'est extrêmement performant. Donc ils ont repéré les petits bouts de mouton de loin et ils sont venus voir, et les expérimentateurs ont fait en sorte qu'il n'y ait qu'un seul caracara sur place autour de la boîte à un instant T. Ce qui fait que l'oiseau... C'est une sacrée logistique, hein, mine de rien. Et oui. Ça a été compliqué à mettre en place, je pense. Mais l'avantage, c'est que lorsque tu fais des expérimentations sur ces îles-là, c'est des animaux ou des oiseaux qui n'ont pas trop peur de l'homme, donc tu peux quand même faire tes petites bidouilles et tes petites manipulations sans que tout le monde s'égaye au moindre mouvement. Donc ça doit être un peu plus simple que dans d'autres endroits du monde où là, les animaux ont une peur panique de l'homme et s'enfuient à moindre petit doigt qui bouge. Donc là, ça a été un peu plus simple pour eux, mais quand même. On va leur tirer le chapeau quand même, parce que ça n'a pas dû être si simple que ça. Et donc ils ont posé ces boîtes-là, et alors le résultat de l'expérience quand même, parce que c'est ce qu'on attend tous, les caracaras ont, alors sur les 15 oiseaux qui ont été testés, hein, dans la grande majorité des cas, été capables d'ouvrir quasiment tous les puzzles de la boîte à 8 côtés. Et en un temps record quand même, parce qu'on était sous les 30 minutes, à chaque fois. Donc on est quand même sur un animal qui tient la dragée haute à notre bon vieux cacatoès habituel, qui est le roi de ces jeux de puzzle, et à nos corvidés aussi, le corbeau ou la corneille, n'est-ce pas, qui sont aussi très capables. On est vraiment sur un animal qui a une intelligence qui est sur le même niveau que ces oiseaux-là.
Et ça, ce n'est pas du tout un perroquet, ce n'est pas du tout un corvidé, c'est un faucon. Alors c'est pas exactement un faucon, mais c'est un falconidé. Donc c'est un oiseau de proie. Donc on n'est pas du tout dans la même famille d'animaux. Voilà. Donc ça prouve que vraiment l'intelligence de ces oiseaux-là, cette intelligence-là peut se retrouver dans tous les groupes finalement d'oiseaux à droite et à gauche. Il est fort probable qu'on retrouve ce genre de choses dans d'autres groupes aussi plus tard, peut-être avec d'autres expérimentations. Donc voilà, j'avais envie de vous présenter celui-là parce que quand même c'est une expérience qui offre une conclusion qui, ma foi, est tout à fait passionnante sur l'intelligence de ces animaux-là qu'on a tendance souvent à vraiment passer sous silence parce qu'on se concentre sur les espèces pour lesquelles on connaît déjà la grande intelligence et les autres oiseaux, on se dit que finalement ils sont pas si doués que ça, alors qu'en fait si, il y a vraiment du potentiel. On le voit de plus en plus, hein, avec de plus en plus d'oiseaux qui sont étudiés dans un premier temps et de plus en plus de résultats d'expériences qui sont assez probants chez pas mal d'entre elles. Moi j'ai plusieurs questions par rapport notamment à la résolution des casse-têtes et la durée de la résolution de ces casse-têtes. Moins de 30 minutes. On a un oiseau qui va tester le casse-tête pendant 30 minutes, ou on va avoir un oiseau qui va tester le casse-tête, qui va tester une phase du casse-tête, puis qui va en avoir marre et qui va s'arrêter pendant 5 minutes. Comment ce temps il est calculé en fonction de l'oiseau ? Non. Alors le temps commence à être calculé à partir du moment où l'animal arrive, alors je crois que c'est dans les 2-3 mètres autour de la boîte, et qu'effectivement il montre un certain intérêt pour la boîte. Alors il y a certains oiseaux qui vont rester, je crois que le temps minimal c'était autour de 3 minutes. Autour de la boîte, qui sont pas vraiment... ils vont peut-être essayer un truc ou deux, mais ça les a pas trop intéressés que ça. Et le temps maximal c'était 27 minutes et quelques, il me semble. Et sur les 15 oiseaux qui ont trouvé la boîte puzzle et qui ont essayé de résoudre les énigmes, les 15 ont au moins réussi à résoudre une énigme, au moins une, donc ça veut dire qu'en 3 minutes il a quand même réussi à faire un truc, et sur les 15, 10 ont réussi à tous les faire, se faire tous les puzzles de la boîte. Incroyable. Et notamment, ils veulent la suite maintenant. Et ben maintenant, il faut la suite, parce qu'en plus, les chercheurs ont trouvé que certains des oiseaux ont réussi à résoudre des petits puzzles sur cette boîte que aucun des cacatoès à qui elle avait été présentée n'avait réussi à résoudre. Et qu'en plus, ils avaient réussi à résoudre ces puzzles plus rapidement, pour ceux qu'ils avaient réussi à faire. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez intéressant. Hein. Est-ce que le fait qu'ils aient une meilleure vue que les cacatoès a pu être un avantage Je pense pas qu'à cette distance ce soit vraiment un problème, parce que là on est vraiment très proche de la boîte. La vue a vraiment joué un rôle dans l'attirance de l'oiseau pour la boîte, mais à partir de loin, peut-être du ciel s'il volait au-dessus, ou d'un arbre s'il était posé plus loin, etc. Mais vu que le temps n'est comptabilisé qu'à partir du moment où l'oiseau est vraiment proche de la boîte, je pense pas que la vision, du moins la qualité de la vue, joue vraiment un grand rôle là-dedans. Sachant que les cacatoès voient très bien aussi à 3 mètres, il n'y a pas de souci. Et justement, parlant de cette expérience qui a été réalisée à la vie sauvage, du coup, donc avec des oiseaux qui n'étaient pas en captivité, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur pourquoi on réalise ces tests d'intelligence en captivité. Est-ce que à l'avenir on pourra avoir encore davantage de tests d'intelligence qui s'opèrent en réel, c'est-à-dire par exemple on pose la boîte au milieu de corvidés par exemple dans notre pays et on laisse les corvidés utiliser la boîte, ou est-ce que ce serait trop contraignant? Tu parlais du fait qu'on soit sur un périmètre restreint ici, en l'occurrence une île ou une petite aire de répartition. Est-ce que ça joue aussi sur les résultats qu'on peut avoir et sur les intentions que les scientifiques peuvent donner aussi à leur expérience? Le problème de ce genre d'expérience, c'est que tu veux arriver à déterminer à quel point un oiseau a réussi le test. Tu veux pas qu'il y en ait 15 en même temps qui essaient de faire le test, ou tu veux pas qu'il y en ait un qui, ayant déjà réussi le test précédemment, vienne pour montrer aux autres et du coup fiche en l'air ton expérience. C'est un peu le problème que tu vas avoir avec des corvidés dans la nature, et je pense que si jamais il y a un spécialiste corvidé, peut-être qu'il sera d'accord avec moi sur ce point-là, c'est-à-dire que souvent ça vit en groupe, et du coup tu vas plomber ton expérience parce que voilà, ils vont tous venir en même temps sur ton truc et ils vont tous essayer de résoudre le truc en même temps, et
comment est-ce que tu calcules derrière tes stats pour savoir comment ça fonctionne, si finalement les oiseaux ont réussi, s'ils n'ont pas réussi, enfin, c'est compliqué. Donc pour essayer de comparer ce qui est comparable, on va présenter la boîte à un oiseau qui l'a déjà vu ou qui ne l'a pas vu, en fonction de ce que tu essaies de faire comme expérience évidemment, mais tu vas uniquement avoir un oiseau dans le périmètre de la boîte pour minimiser en fait les différences d'expérimentation, les différences de trucs dans ton modèle. C'est plus simple. Alors là, l'avantage, c'est que les caracaras, ils sont pas forcément tous en groupe tout le temps, donc c'est possible de leur présenter la boîte dans un contexte naturel, en quelque sorte, où là, tu n'as pas besoin de les mettre en cage et de les séparer physiquement. C'est possible. Mais pour un corbeau, peut-être moins, mais pour une corneille, en tous les cas, ça va être plus compliqué, je pense. Je pense que ce serait plus compliqué avec d'autres types d'oiseaux, faut voir. Hein. Après, si tu t'amuses à faire des recherches sur un aigle pêcheur, peut-être que ça va pas être trop compliqué, ce genre de problème, mais il y aura peut-être d'autres soucis derrière. Je pense que ça dépend de l'oiseau, de l'espèce et de comment ils vivent naturellement. Pour les oiseaux en groupe, à mon avis, ça va être difficile de faire ça dans la nature. Voilà. On est juste sur un problème d'expérimentation, vraiment de matériel et méthodes de mise en place de ton expérimentation, pas forcément de savoir si l'oiseau va la réussir ou pas, mais savoir comment est-ce que toi tu procèdes en tant qu'expérimentateur, en tant que scientifique qui essaie de faire ta recherche, c'est tout. C'est plus un problème pratique. On va rester dans des oiseaux qu'on a cités précédemment, puisque moi je parle de cacatoès désormais. Oui. Avec un truc incroyable, parce que les cacatoès, ils jouent de la batterie. Mais ouais, ils sont vachement doués quand même. On a parlé de puzzle et tout ça, à la batterie en plus. Alors, en réalité, c'est pas quelque chose qui est très ancien de connu, puisque ça fait depuis les années 90 que l'on sait que les cacatoès jouent de la batterie, entre guillemets, tapent sur un arbre avec une branche ou une graine, mais on va détailler ça un tout petit peu plus tard. Mais c'est qu'en 2017 qu'on a fait une expérience qui a permis justement de remettre en place toutes ces informations. Et l'une des conclusions de l'étude de 2017, eh bien, c'était que les battements que réalisaient les oiseaux avec leurs graines ou leurs bâtons, eh bien, étaient des battements qui ressemblaient à ce que les humains étaient capables de produire comme musique. Parce qu'il y avait des intervalles non aléatoires, donc réguliers entre les battements, parce que les oiseaux ne jouaient pas de la même manière, parce qu'on avait des séquences qui étaient assez différentes. Et donc la conclusion pour les scientifiques, et notamment pour Robert Eisen, qui a réalisé cette étude, grand spécialiste du cacatoès noir, puisque je n'ai pas encore présenté l'oiseau, eh bien c'était que la musique humaine et la musique cacatoésienne pouvaient d'une certaine manière se ressembler dans ce cas-là. Alors du coup, présentation de notre oiseau qui est le cacatoès noir, puisque c'est le seul pour l'instant à être connu pour réaliser ça. C'est un oiseau qui fait entre 50 et 65 cm. On le trouve en Papouasie-Nouvelle-Guinée et dans le nord de l'Australie, plus précisément dans la péninsule du Cap York, c'est au nord de l'Australie. Et c'est justement dans cette péninsule du Cap York qu'en 2017, une étude avait été réalisée pour analyser les différentes séquences, essayer de comprendre pourquoi les oiseaux faisaient ça. Et donc sur 70 km², les scientifiques ont analysé 131 séquences qui ont été réalisées par 18 mâles cacatoès noirs. Donc le cacatoès noir, il est, comme son nom l'indique, tout noir avec une petite tache rouge juste en dessous de l'œil, assez marquante, et évidemment une très très grosse crête, parce que bon, on est un batteur, mais on a quand même la classe, et ça c'est important. Du coup c'est un pâle.
C'est un punk, exactement. Et ils ont analysé donc 131 séquences réalisées par ces mâles. Et ils ont trouvé que 67,5% de ces séquences se produisaient quand une femelle était dans le secteur. Donc forcément, cela signifie que l'utilisation d'outils pour pouvoir justement taper en rythme sur un tronc d'arbre, des vieux troncs d'arbre, se faisait surtout pour avoir entre guillemets les faveurs d'une femelle. 67,5% donc de ces séquences qui se produisaient quand une femelle était dans le secteur, et ils ont séquencé, c'est le cas de le dire, ces séquences, et ils ont considéré qu'une séquence était un ensemble de battements inférieur à 5 secondes. C'est-à-dire que vous avez un battement, et si vous avez moins de 5 secondes qui s'écoulent entre le premier et le deuxième battement, la séquence continue. S'il y a plus de 5 secondes entre les deux battements, la séquence s'arrête. Et ils ont identifié entre 2 et 33 séquences en fonction des différents individus, 5 à 92 coups qui étaient donnés sur les troncs, pareil en fonction des différents individus. Et donc je parlais d'outils qui étaient utilisés, on a effectivement des branches d'arbres, des troncs d'arbres, faut y aller quand même, des branches d'arbres qui sont taillées avec le bec. On va y revenir d'ici quelques instants, parce que c'est justement l'un des objets de la nouvelle étude qui est sortie en septembre dernier. On avait donc des branches qui étaient taillées, et on avait également des graines d'un arbuste qui s'appelle le Grevillea glauca, qui est typique de cette région, et qui était également utilisé pour taper sur les troncs d'arbres. Et pas que taper d'ailleurs sur les troncs d'arbres, puisque on a aussi le fait que l'oiseau crie en même temps qu'il tape sur le tronc d'arbre et bouge la tête, fait du head bogging, comme justement les punks, comme tu le dis si bien, comme tu le disais si bien tout à l'heure. Et donc voilà, ça c'est la première étude qui avait été réalisée en 2017, et deuxième étude sortie cette année, où pendant 1 an et demi, je crois même que c'est 2 ans, toujours dans la péninsule du Cap-York, toujours avec Robert Eisen à la baguette, Tim Boom Ching, les ornithologues, les scientifiques ont été près des arbres de parade. Des arbres de parade qui sont extrêmement anciens, et on verra que ça pose des problèmes d'ici quelques instants par rapport au futur du cacatoès noir, puisque celui-ci est malheureusement en danger. Et ils ont trouvé auprès de ces 70 arbres de parade 227 baguettes et 29 graines qu'ils ont analysées. Et l'une de leurs conclusions de cette étude, et c'était un peu déjà une conclusion qui était en sous-marin lors de l'étude de 2017, mais qui n'avait pas été totalement confirmée, c'est que les individus fabriquent leurs propres, entre guillemets, outils en fonction de ce ce qu'ils apprécient le plus. Donc certains fabriquent des baguettes courtes pour réaliser leur tambourinage. D'autres utilisent des baguettes plus longues ou plus fines en fonction de ce qu'ils veulent, sachant que les oiseaux se mettent un peu en scène parce que les femelles sont souvent là pour les observer. Donc le cacatoès, généralement, il prend sa branche ou sa graine à ce moment-là, il la déracine avec son bec pour montrer qu'il est fort et puissant. Ah oui, il y a tout un truc. Et c'est tout un truc. Et le fait d'être individuel, et c'est une réflexion que se fait Robert Eisen, il pense que le fait que on ait des choses qui soient réalisées de manière individuelle, créative et autonome fait partie de ce que les femelles recherchent, puisqu'il n'y a pas spécialement de copie entre les individus. On a même une transmission filiale qui s'opère entre le mâle parent et le jeune. Donc voilà pour cette petite étude.
qui se termine de la manière suivante, comme Jimi Hendrix sur scène lorsqu'il finissait ses concerts, qui lui fracassait sa guitare. Et bien le Cacatoès, lorsque lui il a terminé son show, il jette son bâton ou sa graine par terre. Il ne la réutilise plus. Dramatique. On a le sens du spectacle chez les Cacatoès. On a le sens du spectacle. Alors, évidemment, il y a tout un futur. Robert Hyson déclarait dans son étude que l'objectif prochainement, donc d'ici peut-être 5 ou 6 ans, eh bien, ce serait de savoir si les outils sont adaptés pour former un son différent en fonction de ce que l'oiseau a besoin de faire. Mais encore faudrait-il le conserver, ce Cacatoès noir, puisque c'est un oiseau qui, comme je l'ai dit, fait partie des espèces menacées, du moins dans la péninsule du Cap York, puisqu'on ne connaît pas les chiffres en Papouasie-Nouvelle-Guinée. On ne sait pas si ce comportement d'ailleurs de drumming, comme l'appellent les Anglais, est présent en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il est présent dans la péninsule du Cap York. Possiblement qu'il soit présent également sur l'île plus au nord. Mais on connaît en revanche l'état de la population sur le Cap York, et on est aux alentours de 2000 individus qui seraient présents. C'est un chiffre qui est en diminution pour plein de raisons. Déjà, la première raison, c'est que le Cacatoès noir ne pond pas toutes les années. C'est généralement un œuf pondu ou 2 œufs pondus tous les 2 ans ou plus. Et le succès à l'envol est terrifiant, puisqu'il est seulement de 23%. Aïe. Ce qui est très très peu. Et on ajoute à ça, et c'est Christina Zdenek qui est l'une des personnes qui s'occupe du programme de conservation du Cacatoès noir, qui avait établi aussi la raison de la perte d'habitat due aux cyclones. 2 cyclones qui ont impacté la péninsule du Cap York lors de ces 5 dernières années, Nora en 2018 et Penny en 2019. Et l'aggravation des feux de brousse, de l'exploitation minière, de la lenteur de la reproduction, on l'a dit, et aussi de la disparition de leur endroit pour justement jouer leur partition, puisque, comme dit précédemment, les oiseaux choisissent des arbres qui sont extrêmement âgés, sans doute aussi que cela a un sens au vu du son qui est voulu. Par rapport à des arbres qui seraient plus jeunes. Donc voilà, le Cacatoès noir joue de la batterie. La question est maintenant de savoir jusqu'à quand celui-ci pourra en jouer. Hélas. Hélas, effectivement. Mais c'est super intéressant en tout cas, mais ouais, cette histoire d'arbre, j'imagine pluricentenaire certainement, pour qu'ils puissent jouer de la batterie dessus. Est-ce que c'est pas juste parce qu'ils ont eu l'habitude, ou on leur a enseigné à faire de la batterie là-dessus par leurs parents? T'as dit qu'il y avait une transmission filiale, notamment pour les outils, ou du moins les instruments de musique, certainement, si on peut les appeler comme ça, qu'ils utilisent. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une transmission vis-à-vis de la localisation, de là où tu joues de ta musique, peut-être? C'est possible. Après, je ne sais pas honnêtement si on a des données géographiques ou des données écologiques précises sur ce genre de choses. Mais c'est possible. C'est pas quelque chose qui est mentionné dans les 2 études. Il n'y a pas d'inventaire ou d'historique de ce comportement. Je crois que ce comportement il est découvert en 1997, donc c'est extrêmement récent finalement. Ça fait à peu près 25 ans que ce comportement d'oiseaux qui utilisent des objets pour produire du son est documenté. Donc, mais il se peut effectivement que ce soit quelque chose qui soit bien plus ancien. Mais là c'est difficile à dire pour le coup. D'accord. Et évidemment, tout ça pour les femelles, comme d'habitude. Ah bah évidemment, on se plie en 4 pour les femelles. Tu sais comment ça marche. Cacatoès à hub jaune, puisque je parlais de headbogging et autres, il y a une étude qui était sortie en 2016, je crois, à propos d'un Cacatoès qui s'appelle Snowball,
que tu connais peut-être. Oui, bah oui, il y a des vidéos sur Internet de celui-là. Exactement, qui avait fait grand bruit à l'époque avec des vidéos virales. Et on avait justement établi que l'oiseau était capable de faire 14 pas de danse. En fonction de ses volontés. Et pareil, il y a peut-être aussi un lien entre cette découverte chez le Cacatoès à huppe jaune, qui lui aussi est un oiseau qu'on trouve en Australie, et le Cacatoès noir, avec justement le fait qu'il joue de la batterie et qui est le headbugging. Alors est-ce qu'il y a d'autres mouvements, des pas de danse qui sont réalisés en même temps, puisqu'apparemment la parade du Cacatoès noir est quand même assez cryptique, hein. Il y a beaucoup de choses apparemment qui se mettent en place. C'est pas un processus qui est totalement connu et totalement décrypté par les ornithologues. Donc il se peut aussi qu'il y ait des choses à aller chercher de ce côté-là. Donc, oui, c'est vrai que c'est compliqué. C'est un peu complexe ce truc-là. Je sais qu'en captivité, j'en avais vu... il y avait un couple, le Cacatoès noir, ils avaient essayé de les faire se reproduire en captivité, un endroit que je connaissais, et ils avaient les plus grandes peines du monde à faire en sorte que ça se produise, parce que d'une, ça se reproduit pas tous les ans, comme tu l'as dit, et puis de deux, c'est compliqué de savoir exactement ce dont ils ont besoin et comment ça fonctionne, et si en plus il y a cette histoire de musique au milieu de la parade nuptiale, comment tu fais? T'as pas d'arbre pluricentenaire dans ton enclos, donc ça va être compliqué. Mais c'est des choses, on l'évoquait d'ailleurs, je crois, avec le manchot empereur dans un précédent épisode. C'est aussi des choses lorsqu'on tente la conservation de certaines espèces, notamment dans des zoos, qui sont à prendre en compte, et c'est des choses qu'on ne peut pas retrouver dans la nature. Parce que, par exemple, si on veut... on avait parlé du jardinier précédemment, si on veut conserver le jardinier dans un zoo, faut que celui-ci ait la possibilité de faire ses berceaux, possibilité de faire tout ce qu'il trouve dans la nature. Et c'est des choses qui sont extrêmement compliquées à mettre en place du côté des zoos, quoi. Donc, hélas, bon. On va lui souhaiter de survivre, du coup, si possible. Parce que on espère. Ce qui est assez... problématique, c'est qu'on ne connaît pas la population présente en Papouasie-Nouvelle-Guinée. On ne sait pas si celle-ci est extrêmement importante ou pas. Et on ne sait pas si elle est soumise aux mêmes pressions aussi. On sait qu'il y a une énorme aggravation de la perte forestière en Papouasie-Nouvelle-Guinée depuis quelques années, qui peut aussi poser problème au Cacatoès, qui a une aire de répartition en Papouasie-Nouvelle-Guinée qui est assez importante, hein. Mis à part le centre de l'île, le Cacatoès est présent vraiment partout, alors que d'habitude chez les oiseaux papous, on a une présence très sporadique sur certains lieux précis. On a vraiment ici un oiseau qui est présent dans une aire de répartition plutôt importante. C'est plutôt bien, c'est une bonne nouvelle. Effectivement, c'est une bonne nouvelle. Et c'est sur cette bonne nouvelle qu'on va se quitter, ma chère Sophie. J'espère que tu as apprécié d'entendre que les Cacatoès jouaient de la batterie. Ah, mais j'aurais été encore plus intéressée à entendre un petit bout de leur composition musicale. Eh bien, sache que tu peux retrouver ça sur YouTube, puisqu'il y a des vidéos qui existent là-dessus, faites justement par les auteurs de l'étude de 2017. Voilà. Fantastique, faut qu'on fasse ça. Et c'est... faut qu'on fasse ça, faut qu'on aille en Australie, faut qu'on aille enregistrer des Cacatoès, ça va être long. Oui, alors si on passe en Australie, moi je veux faire un tour du côté des Kakapos aussi, c'est pas très loin, et ça a l'air bien. Effectivement. Il faut qu'on aille voir les Kea aussi, parce qu'on parlait d'intelligence dans cet épisode. Les Kea, tu vois, tu leur mets la boîte, eux ils partent avec, et tu la revois plus. Ça risque. Il va falloir bien les fixer au sol. Je suis même pas sûr que ça suffise. Non, ouais, ils ont un sacré bec quand même avec Ikea. Ah ouais, incroyable. Ouais. Ah oui, non, faut qu'on voit ça. Il n'y a pas de doute. Ah oui. Ouais. Allez. En attendant, avant de voir ça, on te retrouve sur Entracte Science. En plus, t'as sorti une vidéo il y a pas très longtemps. Enfin, il n'y a pas très longtemps. En tout cas, depuis la dernière fois qu'on a enregistré, tu as sorti une nouvelle vidéo. Elle parle de flamands, c'est ça? On avait eu l'occasion d'en parler ensemble. Oui, des flamands nains, pour expliquer un petit peu tout le contexte derrière. Bon, c'est un retour d'expérience de conservation de flamands nains en Afrique du Sud. Si ça vous intéresse, allez y jeter un œil. Voilà, c'était du direct en l'occurrence, sur Twitch. Et justement, sur Twitch, on te retrouve lorsque tu as le temps pour parler d'oiseaux ou d'animaux ou faire du jeu.
quand tu as le temps bien sûr. Et de notre côté, nous on se retrouve sur Twitter @podcdls si vous voulez suivre l'émission, en tout cas ne pas manquer leur prochaine diffusion. Vous nous retrouvez également sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Google Podcast, blablabla, vous commencez à connaître la procédure. Vous nous retrouvez également sur YouTube, et d'ici là on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt et salut à tous. Salut à tous.